Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h. 20h Greenwich Mean Time, la mise en place des conseils régionaux ne mettra pas un terme aux fonctions des gouverneurs des régions. Le conseil régional en zone francophone et le président du conseil exécutif régional dans les régions nord-ouest et sud-ouest, respectivement organes délibérants et exécutifs de la région, ne seront pas les maîtres absolus des régions. Le représentant de l'État assiste aux séances du conseil régional et il est entendu. Il peut, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'assister aux travaux, demander le report de la session dans les conditions fixées par voie réglementaire. La loi demande aux représentants de l'État de tenir au moins 2 fois par an une conférence d'harmonisation des programmes d'investissement sur les programmes d'investissement de l'État et de la région. Une conférence à laquelle prennent part le président du conseil régional ainsi que les membres du bureau. Dans la partie anglophone, toutes les délibérations adoptées par l'Assemblée régionale font l'objet d'une transmission aux représentants de l'État. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi qui sera présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Mise en place des conseils régionaux, Yaoundé va garder la main. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Christian Djok Congo. Bonsoir Christian. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs et je voudrais particulièrement saluer ici mes colistiers que j'ai laissés quelque part dans la brousse du côté de Yengi, n'est-ce pas, en train de convaincre les conseillers municipaux. Vous savez bel et bien que nous sommes en campagne en ce moment et en ce moment même le Nord Macombé lui est coupé d'une cam. On est obligé de passer par l'ouest pour ressortir par le littoral. Et on se demande bien s'ils viendront voter. C'est vraiment difficile de faire la campagne dans ces conditions. Donc je voulais saluer ces gars qui se démerdent au quotidien et toute la jeunesse d'une CAM de Yabassi en particulier, qui n'étant pas candidat, c'est, n'est-ce pas, constitué en campagne, en équipe de campagne pour pouvoir nous aider à gagner cette campagne. Voilà, Christian Djokongo, candidat PCR1 dans le CAM, c'est bien cela? Effectivement, Serge Alain, nous sommes une des voix d'une CAM sur ce panel. Ok. À côté de vous, Edmond Kiaté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous les copanélistes. Merci pour l'invitation. Voilà. Joseph René Mboutouzé, bonsoir. Une fois de plus. Oui, bonsoir Serge Alain. C'est toujours un plaisir de partager le plateau d'Equinox Soir. Voilà. Merci. Merci donc d'être là. Oui, c'est moi qui vous remercie. Ok. À côté de vous, Hilaire Zipan. Bonsoir Hilaire. Bonsoir Serge Alain. Vous êtes du mouvement progressiste, mais une activité, vous n'avez pas présenté de liste, mais vous êtes allé prêter main forte à l'UDC. C'est exact. C'est exact. D'abord, la première des choses, c'est que le mouvement progressiste n'a qu'un nombre très réduit de conseillers. Et dans le cadre de l'alliance qui nous lie avec l'UDC, nous avons trouvé judicieux d'aller dans le Noun, où l'UDC a des fortes chances de gagner ses conseils régionaux. Je rappelle en passant que l'UDC a... Vous dites que l'UDC a de fortes chances, pourquoi, entre guillemets, l'assister encore? Lui prêter main forte. D'abord pour assurer plus ou moins la dynamique de l'élection, parce qu'au-delà de cette élection, il va sans dire que la vie politique va continuer. Justement. La deuxième des choses que je voudrais rappeler d'abord aux téléspectateurs, c'est que l'UDC, au regard du nombre, à peu près 180 conseillers contre 75 pour le RDPC, c'est ça qui constitue le département du Nyoun, cela lui laisse la latitude que vraisemblablement l'UDC gagnera les 17 conseillers régionaux du Nyoun. Premier élément. Deuxième élément, dans tout l'ouest, l'UDC est la seule formation hors le RDPC qui est en capacité de pouvoir produire des conseillers régionaux. C'est d'autant plus que l'UMS, dirigé par l'honorable Pierre Primo, est handicapé par la capacité de pouvoir avoir un nombre de conseillers dissidents de l'adversaire qui voteront pour lui. Cela lui permettra donc d'avoir des conseillers régionaux. Cette logique de fonctionner n'est pas
la manière où le MP conduit les choses. Donc, par conséquent, nous sommes allés dans cette campagne non seulement pour signifier que quand un parti de l'opposition se trouve bien placé, il est de bonne politique que l'on ne mette pas une liste concurrentielle dans cette zone-là. Première leçon que le MP, en allant assister l'UDC, a voulu adresser aux uns aux autres. La deuxième, c'est que pour être conseiller municipal, vous faites une déclaration sur l'honneur qui fait partie des éléments de votre dossier. Vous produisez un document qui montre que vous appartenez à un parti politique. Et enfin, les partis politiques ont des disciplines. Il n'est pas bon, dans la sphère politique, que l'on compte sur des dissidences, l'indiscipline pour pouvoir faire la démocratie. Il faut que l'électeur qui s'exprime pour vous soit conséquent, et vous qui le représentez, vous êtes encore conséquent. Cela veut dire, en quelques mots, M. Serge Alain, qu'au-delà du RDPC, qui va probablement avoir l'ensemble du territoire national, il n'y a que l'UNDP dans la Damawa qui peut talonner ou qui peut aller chercher le conseil régional. En ce sens que, sur papier, l'UNDP a 43 conseillers régionaux, devrait avoir 43 conseillers régionaux, et donc elle peut aller chercher 3 à 4 dans la sphère de la chefferie traditionnelle pour contrôler naturellement l'Adamawa. Maintenant, je suis allé dans le Noun. Mardi, je suis arrivé et j'ai trouvé un incident terrible qui a pratiquement plombé toute l'activité dans la globalité qu'on voulait faire. Voilà. Qui a mis le feu à la porte de Fombane? Qui a mis le feu? D'abord, il faudra qu'on restitue très calmement ces situations-là pour que les téléspectateurs comprennent. Oui. D'abord, le Noun est une monarchie avant la naissance de l'État. Premier élément. Pour sécuriser cette monarchie à son époque, le monarque, le roi, le sultan, le fon ou le chef, comme on peut l'appeler, avait fait construire une porte d'entrée afin que tout le monde passe par là pour qu'il puisse vérifier avec exactitude qu'il entre dans son royaume et où il réside. Ce qui avait toute l'air d'avoir sa place. Par la suite, l'État est né. Et l'État règle ses activités par les lois de la République. Il va sans dire que en 1993, on a adopté à l'Assemblée nationale une loi pour déterminer à qui ou qui contrôle ou qui sécurise ou qui entretient le patrimoine culturel camerounais. Deux catégories. La catégorie qui appartient à l'État et la catégorie qui appartient au privé. J'ai préféré aller un peu plus loin comme ça pour que les téléspectateurs comprennent. Donc cette porte d'entrée, elle est à l'intérieur de la ville actuellement. Et il y avait donc certainement, d'après ce qui se dit, parce que la commission d'enquête a été mise en place, il se dit qu'il y avait qu'un fou qui résidait là. Et pour ceux, parce que vous savez, dans le Noun, il fait froid, pour se réchauffer tous les soirs, mettez un peu du feu. Et ce feu a embrasé. Ça, c'est dans la nuit du 29 au 30, c'est-à-dire que du dimanche à lundi, pour parler de ce problème. Le 30, le premier magistrat de la ville, le maire Tomaïno Ndamdjoya, fait un communiqué à l'endroit d'abord de ses concitoyens et ensuite sollicite à travers ce communiqué qu'une commission d'enquête soit mise en place pour que ensemble on détermine les causes et que la ville prenne toutes les responsabilités qui est la sienne pour reconstruire. Le 30, exactement ce jour, le sultan, roi de Baboun, à travers son adjoint, décide d'envoyer des gens reconstruire, je dis bien le 30, un jour après, et madame le maire se questionne, dit, comment vous pouvez reconstruire sans que moi qui suis premier magistrat, d'abord je n'en sois pas informé, et ensuite, vous ne me donnez pas les dispositions légales pour vous permettre de vous construire. Donc, saisi naturellement par le biais de ce communiqué, le préfet. Et là, quelque chose de coïncident, c'est que le mardi, bien entendu, premier, elle a son conseil de budget. Donc, elle a adopté son budget.
Et donc, le préfet est dans la salle. Et elle pose donc ce problème au préfet en disant donc, il y a eu un incident, comme je l'ai dit tantôt. Il faut donc qu'on fasse une commission d'enquête, que l'on ne se précipite pas, et que naturellement, comme il me revient donc la responsabilité de le faire, que je prenne le temps nécessaire pour pouvoir reconstruire cette porte d'entrée. Okay. Mal en a pris, ça n'a pas été le cas. On a vu complètement la monarchie débarquer, se mettre à construire. Et ce qui est chose curieuse, c'est qu'au moment où Madame le maire demande l'arrêt des travaux pour que l'on clarifie qui a la responsabilité de construire, est-ce la ville ou est-ce certainement le sultanat? Mal en a pris, le préfet a disparu, le procureur était sur les lieux, a balbutié. Bref, l'autorité concentrée de l'État, qui est donc la préfectorale, n'a pas joué son rôle. Pourtant, toutes les dispositions légales donnent la latitude, montrent pas suffisante, indiquent que c'est bel et bien la ville de Foumban qui a en droit de reconstruire cet édifice et qui ne se trouve pas à l'intérieur du palais. Je voudrais que la clarification soit faite. Et cela est fait. J'indique à suffisance que la première magistrat fera donc une conférence de presse samedi pour indiquer toutes les contours de cette opération. Et il faudra donc que la loi soit avec elle. Et pour l'heure, nous pensons que c'est le cas. Voilà. Quelqu'un a un avis contraire sur cette question? Madame le maire qui demande d'arrêter les travaux. Oui. Vous avez regardé cette vidéo? Oui, j'ai écouté attentivement ce qui est dit. Qui doit reconstruire la porte d'entrée de Foumban? Bon, oui, Serge. Le sultanat ou bien la mairie? Oui, Serge. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a échappé. Je voudrais me rattraper. Oui, allez-y. Je voudrais adresser un joyeux anniversaire à Mme Chantal Biya, l'épouse du président de la République. Elle a 50 ans aujourd'hui. Qui a eu 50 ans aujourd'hui. Elle vous regarde là? Madame Chantal Biya, si vous me regardez, joyeux anniversaire pour vos 50 ans. Bon, voilà, maintenant... c'est la première dame quand même. Oui, la première dame. Bon, voilà, qui doit construire, qui ne doit pas construire. Au regard de ce que, quand vous suivez le récit de... Vraiment, vous savez, il y a des choses, des sujets sur lesquels on n'a pas besoin d'aller forcément vers le juridisme. Franchement. Oui. Bon, parce que construire, qui ne construit pas, qu'est-ce qui importe aux populations de Foumban? C'est que cette porte soit construite. Bon, voilà, pendant que le maire attend éventuellement qu'elle dispose d'un budget, parce que vous savez aussi, on ne se lève pas à la mairie, on va faire un investissement qui n'a pas été programmé. Parce que les budgets sont fixés à l'avance. Bon, maintenant, le temps qu'un budget soit établi, mais si la principauté, et je crois qu'à la base, ce bien qui est devenu public par la force des choses, au départ, par la force de la République, appartenait à la principauté. Et on ne peut pas ne pas faire référence à certains types de diversité lorsque nous voulons construire le Cameroun. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que dans la vision du président Paul Biya, le président voudrait un pays, un Cameroun uni dans sa diversité. Donc nous devons faire des paramétrages dans toutes ces choses-là. Vous savez, tout le monde ici peut décider de construire un bien et de le reprocéder à l'État. Alors, le roi des Bamoun aurait pu finir de refaire cette porte et reprocéder à la mairie de Foumban. Moi, je pense qu'au Cameroun, on veut aller vers des luttes politiciennes, même sur des choses... Vous voyez de la politique dans ce qui se passe là? Bien sûr. RDPC contre UDC? Non, absolument. C'est ce qui transparaît? Vous savez, nous sommes en pleine période électorale où ce parti est candidat à cette élection dans cette ville où ils sont... Mais vous avez suivi le nombre de conseillers que dispose l'UDC? Oui, mais... Vous avez suivi? Bien sûr. Oui. Mais vous voyez que c'était un mouvement de visibilité, la preuve. La toile en a parlé, tout le monde en parle. À la télévision, on en parle aujourd'hui. Ça a quand même permis à donner de la visibilité à cette dame. Et je pense que toute cette agitation qu'elle a eue là, parce que c'est une dame que je connais très très bien, si elle me suit, elle sait qu'on se connaît parfaitement. Toute cette agitation-là ne tourne qu'autour des prébendes qu'on peut
politiquement gagner tout autour de cette affaire-là. Ok, d'abord, Christian Djokongo, vous voulez réagir? Oui, Allez-y effectivement, donc. je voulais déjà commencer par la chute. Vous voyez également une lutte politicienne à travers Oui, je ce vais qui s'est avoir, passé à Fumban? je vais avoir deux grilles d'analyse. La Oui. première grille d'analyse, effectivement, c'est celle que vous convoquez. Elle trouve toute sa pertinence d'ailleurs. Madame le maire, c'est l'élite politique, c'est elle qui, n'est-ce pas, gère la cité. Et effectivement, tout ce qu'elle fait relève de sa compétence. Et elle doit gagner les lauriers politiques. Ça relève effectivement de l'activité politique. Mais moi, je voulais aller au-delà, Serge Alain, pour questionner un peu cet imbroglio qui existe. Prenez les événements de 2006, le cas de N'Djinka, entre les deux chiffreries. Prenez les événements de 2008, toujours à Fumban, de 2013, donc ça dit c'est coutumier. Ouais. Mais cela questionne quelque chose. C'est un problème qu'on soulève généralement ici, c'est celui de l'existence ou la coexistence de deux ordres au sein de l'État. On a l'ordre traditionnel et l'ordre dit républicain, c'est-à-dire on a la monarchie et la République. Voilà deux ordres qui en fait s'entrevauchent au sein de l'État. C'est pour ça que parfois quand on convoque la question de la forme de l'État au Cameroun, on croit que c'est un problème de surface, pourtant c'est un problème profond. Nous, si vous vous souvenez, nous quand on proposait, n'est-ce pas, le fédéralisme communautaire comme la forme adéquate, c'était un État qui nous ressemble, un État qui tient en compte nos réalités locales et sociologiques et même anthropologiques, parce que là nous sommes au cœur de deux ordres qui s'interrogent, c'est-à-dire une dimension purement anthropologique, culturelle et sociologique, et Madame le maire qui vous dit je représente l'État, et nous sommes dans un environnement où la femme ne doit, entre guillemets, visiblement pas parler fort devant le roi, et ça pose un problème fondamental. Donc il faut questionner effectivement la modalité gouvernante actuelle, parce que c'est ça la problématique fondamentale. C'est au-delà de, et même cette crise trouve ses réminiscences entre deux frères, entre les deux anciens ministres, un décédé aujourd'hui, l'autre étant sultan encore. Effectivement, il faut tuer la querelle politique et avoir un État fort, c'est-à-dire un État qui transcende en fait les deux réalités que j'ai convoquées ici, entre, n'est-ce pas, l'ordre dit monarchique et l'ordre républicain. Et comme nous sommes dans un environnement dit républicain, automatiquement la République doit primer. Donc, en l'espèce, c'est Madame le maire. Et cela relève des compétences transférées. Il l'a dit tout à l'heure. Il y a un certain nombre de compétences transférées, dont les compétences culturelles ici, touristiques et autres, dépendent effectivement et exclusivement de la mairie de Fumban. Donc, en l'espèce, il faut qu'on dissocie le chef qui incarne la tradition et Madame le maire qui incarne ici le pouvoir. Oui. C'est-à-dire, et en l'espèce, il me semble chuter pour dire cela relève de la compétence exclusive de Madame le maire. Que le ministre ou l'ami personnel du président de la République, qui est Sa Majesté, le sultan Bobondjoa, doit descendre de sa casquette et comprendre effectivement que nous sommes dans un environnement qu'ils ont bâti eux-mêmes, qu'ils ont contribué à bâtir un État où il y a coexistence des deux ordres. À Auré Bouba, c'est la même chose, où le maire ne peut pas parler devant le sultan, le lamido. C'est le cas à Fumban. Donc, est-ce qu'on a donc des individus qui sont au-dessus de la loi, au-dessus de la République? Il faut mettre définitivement terme à ça. Justement, Edmond Kouyaté, dans ce qui s'est passé à Fumban, vous voyez quoi? Une lutte politicienne ou bien respect l'État face à la tradition? Non, je crois que qui devrait primer? Non, je crois que justement, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, je vais dire, la lecture de Joseph Mboutouzé. Je crois qu'il a fait une lecture à travers un prisme strictement et substantiellement politique. C'est-à-dire qu'on pouvait rétrocéder à la construction, ce que je veux dire, à la mairie de ce que je vais dire, c'est qu'au-delà de tout, il s'agit quand même d'une juxtaposition justement de deux ordres, l'ordre républicain et l'ordre monarchique, et en tout état de cause, la primauté devrait être l'ordre républicain. On piétine les lois de la République au nom de certaines considérations, fut-elles politiciennes, ça peut nous poser problème, ça va nous rattraper. Je pense que même s'il a posé un autre problème qui est celui d'ordre budgétaire, à savoir que la monarchie avait peut-être le budget de répondre, mais si c'était le cas, cela devrait se faire de manière concertée et en tout respect, n'est-ce pas, de la loi. C'est-à-dire qu'il aurait pu, n'est-ce pas, saisir le maire et lui dire, bon, n'est-ce pas, dans l'immédiat, dans l'urgence, pour permettre
au sultanat ou à la ville de garder encore sa beauté, éclat, ouais. son éclat, voilà ce que je peux faire dans l'urgence, quitte à ce que plus tard, on rétablisse les choses, c'est-à-dire que je vous sollicite peut-être pour s'il y a un ordre, s'il y a une autorisation à donner, je vous sollicite pour l'autorisation, je vous sollicite, mais pour ce qui est du côté budget, je m'en occupe, quitte à ce qu'on régularise après lorsque vous serez rentré dans votre budget ou tout cela. Je pense que c'est très important et ça appelle à autre chose. On a souvent décrié cela. Est-ce que les dépositaires de l'ordre traditionnel devraient, n'est-ce pas, se prévaloir d'un titre politique, ouais. Ça pose problème à ce niveau. Donc parce le débat refait surface. Le débat refait surface. Parce que si le sultan ne se réclamait pas... Dites-moi, Edmond Kurti. Oui. Le maire UDC de Foumban Oui. voit en face d'elle un sultan militant du RDPC, c'est ça le problème? Je crois qu'il y a deux choses. Le maire voit d'abord en face d'elle un militant, une élite politique d'un parti, n'est-ce pas, d'un parti, je vais dire opposé. Vous avez suivi le cas, hein? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Je pense qu'elle prend juste le train, n'est-ce pas, qui avait pour locomotive son mari, son feu mari, paix à son âme. Je crois que c'est une bataille qui a toujours eu lieu. C'est ces deux cousins d'abord, mais qui ne se sont jamais entendus sur le plan politique et même sur le plan traditionnel. Oui. Parce que je crois que jusqu'à ce qu'il décède, le feu Ndamdjoya n'avait jamais accepté de faire des salamalek à son sultan. Il n'avait jamais voulu le considérer. D'ailleurs, c'est pour ça que lui, il est sorti. Je crois qu'il n'est même plus jamais rentré, n'est-ce pas, au sultanat. Il n'est plus jamais rentré. Tout ce qui concernait le sultanat, je crois qu'il n'y prenait pas part. Parce qu'il y avait cette rivalité, il y avait ces oppositions. Donc, il y a à la fois des questions d'ordre traditionnel, des questions d'ordre d'autorité traditionnelle et des questions d'ordre de rivalité politique. Et c'est en ce sens que nous continuons de questionner. Ce n'est pas seulement en Foumban. Je vous avoue que même chez moi, à Bandoune, ce problème se pose parce qu'une fois qu'un dépositaire de l'autorité traditionnelle, qui est censé être quand même le fédérateur, c'est-à-dire au-dessus de tout, c'est-à-dire, et même d'être l'arbitre lorsque les rivalités politiques et idéologiques entre les enfants prennent d'autres ampleurs. Il est supposé être celui qui les appelle pour leur dire « Faites taire vos égos, venez vous asseoir et dites-moi ce qui ne va pas, restez dans le champ politique sans déborder. » Vous voyez que c'est celui qui devrait jouer ce rôle d'arbitre. C'est-à-dire que lorsque pour des raisons ou pour une autre, les enfants, n'est-ce pas, du village n'arrivent plus à s'entendre, peut-être pour des raisons idéologiques, pour d'autres raisons, c'est le chef qui les appelle. Et c'est lui qui joue un peu le rôle d'arbitrage et c'est lui qui a généralement le dernier mot. Mais lorsque le chef lui-même, ou alors le sultan lui-même, est déjà partie prenante quelque part, lorsqu'il a déjà lui-même une casquette, lorsqu'il a déjà lui-même une chapelle, ça pose problème, il ne peut plus jouer ce rôle. Et dorénavant, on ne voit plus en lui, n'est-ce pas, cette incarnation d'autorité traditionnelle, on ne voit plus en lui cette couverture, ce parapluie qui devrait couvrir tout le monde. On voit en lui désormais un rival politique. Et ça enlève sa casquette, ça enlève une certaine autorité qu'il devrait avoir et ça nous entraîne un peu dans des... Je ne veux pas ouvrir d'autres débats. J'ai l'intime conviction que c'est pas le thème principal de ce soir, mais je veux dire, si on veut, n'est-ce pas, pousser un peu plus dans le débat, je vais dire, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait redire, mais en tout état de cause, pour rester uniquement sur le sujet, je pense qu'il y a une question de juxtaposition de deux autorités, et ma foi, celle qui devrait prévaloir, celle qui devrait être au-dessus, c'est l'autorité républicaine. Pourquoi? Parce qu'elle s'impose à tous au-delà de nos considérations traditionnelles et autres. Voyez-vous, si moi je vais à Foumban, je ne vais pas me mettre sous une loi monarchique, même si je dois demeurer à Foumban pour une raison ou pour une autre. Si moi j'ai une construction à faire aujourd'hui en Foumban, je devrais me mettre du côté de la loi. Je ne devrais pas me mettre du côté de la monarchie. Qu'est-ce qui se passe si jamais on laisse passer cette chose? Le sultan peut demain décider
n'est-ce pas, de faire un autre édifice et même de déplacer son sultanat. Est-ce qu'il devrait demander l'autorisation, n'est-ce pas, de la mairie? Est-ce qu'il devrait se soumettre, n'est-ce pas, au diktat de la loi? Non, il ne va pas le faire si on a laissé passer déjà celle-ci. Oui, rapidement. Non, rapidement, non. Deux, trois prises au point. Je pense que c'est un débat qui va avoir, on aura l'occasion de débattre. D'abord, la première, l'autorité traditionnelle n'est pas remise en cause. Elle a été rétablie et organisée par une loi. Et quelle qu'il y a la loi, il y a plus de débat. Premier élément. Deuxièmement, ce garant de l'autorité traditionnelle est sénateur de la République. À partir de là, il y a un glissement vers la loi de la République. À quel titre il peut bénéficier de l'immunité? C'est parce qu'il est sénateur. Troisièmement, lorsqu'il y a les meetings du RDPC, il s'abroge la tenue du RDPC. À ce moment-là, il est partisan. C'est le patron de ce parti pour la région de l'Ouest. À ce moment-là, il est partisan. Dernier élément, pour parler du budget, je rappelle que dans le budget de mardi, je l'ai bien dit, peut-être que vous n'avez pas suivi, une fois qu'elle a eu l'incident, elle a budgétisé. Donc ça veut dire que c'était probable. Et enfin, pour terminer... vite comme ça? Oui, ça va, elle rapidement, elle a budgétisé parce que ça fait partie, c'est une ville touristique. C'est elle qui budgétise. Troisième et dernier élément que je voulais dire, parce que ce n'est pas l'objet de bien entendu, Oui. je rappelle que ce n'est pas la seule porte d'entrée qui est tombée à l'ouest. QAT le sait, la porte d'entrée de la ville de Baham est tombée. Ouais. C'est bien entendu la mairie qui est en charge de la reconstruire. C'est vrai. Le débat est clos dessus. J'ai donné les éléments référentiels. Ok, merci. Oui, 2 secondes Rapidement, aussi. oui, 2 secondes oui, aussi Joseph rapidement. Renan Boutouzé. Serge Alain, je voudrais là Oui. vraiment occuper pleinement ma casquette de De manager public. Oui. Oui, pour dire que quand un édifice de ce niveau-là arrive à une déchéance, l'objectif, c'est de le reconstruire. Dans ce cadre-là, le chef de Bamoun et le maire poursuivent le même objectif, qui est embellir la ville de Foumban et donner un mieux-être aux populations de Foumban. Donc, sur le plan méthodologique et philosophique... Non, monsieur Zé, vous Non, n'ouvrez non, pas... non, Il en demeure pas moins Monsieur Zé, je vous permets, n'ouvrez pas cette brèche. Alors- Parce que là, quand j'ai d'autres arguments, encore que je vais verser au débat. Oui, alors... J'ai d'autres arguments que je vais verser au débat. Je serai obligé de réagir après vous. Je dis que l'objectif, c'est de reconstruire. Exact. Donc, mais maintenant, qui du maire ou du roi des Bamoun avait la plus grande flexibilité pour pouvoir le faire le plus rapidement? Parce que, qu'elle soit reconstruite par la mairie ou bien reconstruite par la royauté de Bandung, l'objectif, c'est que cela soit reconstruit pour redonner l'allure que Foumban avait. Et vraiment, je pense que en dehors des problèmes, soit des luttes politiciennes ou bien des combats familiaux, parce que il me semble que... En fait, ça ne limite pas seulement Il me la semble construction. que- Le conseil n'ouvre pas la brèche. N'ouvrez pas la brèche. Il me semble N'ouvrez pas cette brèche-là. que l'ex-époux de la dame et le sultan sont d'ailleurs de la même famille. Donc moi je pense qu'il faut aller questionner ça, soit dans des conflits familiaux, soit dans des conflits politiques. Non. Mais l'habitant de Foumban, lui n'a rien à foutre avec ça. Il sait qu'il y a quelque chose de fondamental dans leur culture, dans leur aire culturelle qui a été détruit. Il fallait le refaire. Non, je voudrais... Moi, je voudrais quel est l'ordre qui doit prévaloir S'il te plaît, entre les deux autres? Je vous ai dit que je ne suis pas dans le juridisme. Moi, je suis pratique. Je suis un manager. Monsieur Zé, Oui, mais le manager tient compte de quoi? Des lois de la République. Qu'est-ce qui encadre la Est-ce que c'est illégal que le roi puisse le faire? Vous croyez que dans mon village, si même la toiture de l'école de mon village saute là pendant que je suis au village et que j'ai je suis en train de vous dire que si la toiture de l'école de mon village saute au cours d'un orage et que je suis là à ce moment, j'ai une réserve de tôle chez moi, je ne vais pas laisser les enfants repartir à l'école au lendemain, n'est-ce pas, sous la menace de la pluie. Parce qu'il faut qu'on c'est pas le même ordre. X ou ordre. J'arrangerai et je vais procéder ces travaux Là-dessus, à l'état du Cameroun. Non, je voudrais, monsieur, permettez, là-dessus, je vous arrête. Et même sur le plan managérial, ça n'entre pas. Je dois vous dire une chose. Oui. Est-ce que vous savez que
la gestion du patrimoine de l'État obéit à une certaine réglementation. Exact. Est-ce que vous savez que, par exemple, même pour les routes, le patrimoine routier, par exemple, si une route traverse même votre concession et qu'elle se dégrade, vous n'avez même pas le droit. Monsieur, si vous voulez qu'on débatte, on peut débattre. Monsieur Kouyaté, je n'ai pas l'habitude. Vous êtes dans le juridisme. Je n'ai pas l'habitude. Joseph René Mboutouze, permettez. Edmond, allez-y. Je n'ai pas pour habitude de pinailler sur des questions qui n'en valent pas la peine. Mais je dis, même dans le plan managérial, ça ne tombe pas là-dedans. Parce que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, faire du management en dehors, n'est-ce pas, des lois de la République. Je vous dis bien que la gestion du patrimoine de l'État est soumise à une certaine réglementation. Et je vous prends un cas pratique. Essayez de voir un jour, c'est-à-dire que si une route traverse votre concession, ou alors si ça vous gêne quelque peu, qu'elle soit dégradée, allez seulement verser un camion de sable. Le lendemain, vous saurez qui a... Merci. C'est bon, je vous en prie. Non, c'est bon. Je ne parle plus de ce sujet. Oui, on revient donc. La mise en place des conseils des régions, Joseph René Mboutouze. Je ne parle plus de la mairie de Fouman. Laissez-moi préciser. Vous voulez parler de chez vous? Le management, simplement. Oui, rapidement. Je ne parle plus de la mairie de Fouman. Je voudrais dire à M. Kouyaté que la différence entre un administrateur et un manager, c'est que l'administrateur encadre toujours son action avec les lois et règlements de la République. Un manager prend des décisions, prend des risques, va au-delà de l'encadrement juridique. Voilà la différence entre un manager. Parce que si vous croyez qu'un manager va seulement prendre des décisions parce que c'est encadré par la loi, il ne peut pas avoir d'innovation. Il ne peut pas avoir de proactivité. Il ne peut pas créer de la valeur. Merci, Hilaire Zipan. Non. On va revenir. C'est promis, on va revenir. Merci. C'est pas Fouman. Christian Diok, justement, la mise en place des conseils régionaux. Pourquoi on a l'impression que Yaoundé va toujours contrôler les affaires? Effectivement, ces gens-là, vous l'avez dit, on a l'impression, parce que cela va en droite ligne avec la question qu'on soulevait tout à l'heure, la coexistence de deux ordres au sein de l'État, parce que nous sommes là dans une approche de décentralisation et construction étatique, voyez-vous, qui convoque la démocratie locale, qui convoque la gouvernance locale. Comment celle-ci va effectivement s'opérationnaliser? Il faut le dire que la loi sur les CTD a essayé tout au moins d'aménuiser le pouvoir de Yaoundé, que comparativement, n'est-ce pas, lors de 2004, 2000 c'était autre. Aujourd'hui, on a comme une avancée quand même. Mais la question, moi, se pose davantage sur les acteurs, ceux qui sont chargés d'animer naturellement ces compétences transférées. Parce qu'on a comme l'impression que même le peu de pouvoir qu'on a généralement donné à certains exécutifs, ils n'ont pas pris en compte, n'est-ce pas, la capacité du pouvoir qu'ils avaient. Je vais prendre quelques cas. Vous avez vu le cas du maire de Njombe Penja pour les Rikingais, ou alors le maire PCN des ECA, Sylvain Chok, qui, du moins, vous disent que voici ce que la loi a dit, appliquons tout au moins la loi. Je vais, pour reprendre la loi, effectivement, on va dire un certain nombre d'avancées, parce que on a constaté tout au moins que le contrôle est devenu le contrôle de l'égalité, et que ce contrôle de l'égalité s'opère seulement sur 8 matières. Et on a transféré un certain nombre de compétences où ce n'est plus le cas, dont l'État va rester toujours dans la logique uniquement de contrôle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il se limite uniquement au contrôle de l'égalité, c'est-à-dire la conformité des actes par rapport aux lois et aux tests en vigueur. Donc c'est à ce niveau que cela va s'opérer. Mais davantage, ce que l'on constate, c'est que ici la territoriale sort un peu. Sinon, elle sort d'ailleurs beaucoup de la question, parce que quand on parle du contrôle de l'État, on a davantage le ministère de la décentralisation, celui qui est mis en exergue ici. Ce n'est plus la préfectorale comme c'était le cas. On n'avait qu'à voir à partir des articles 76, 77 et 78, qui n'est-ce pas encadre ici, comment dirais-je, la place du représentant de l'État. Si vous revenez aux articles 325 et 326 et suivant que vous avez vu, vous allez voir que au niveau de la région, effectivement, ils ont juste un rôle de contrôle et un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire accompagnement en termes de conseils. Et ces conseils dont les exécutifs locaux ne sont pas obligés de les mettre en pratique et qui contrôlent, c'est effectivement à travers les représentants du ministère de la décentralisation, qu'on ne voit pas encore,
On espère bel et bien que cette expertise qui est longtemps prônée va être mise au service de la chose. Mais pour chuter dans cette première prise de parole, pour dire Serge Alain, moi je préfère orienter mon développement sur la capacité ou la qualité des hommes qui vont effectivement animer ce genre de choses. Je voudrais prendre une figure de style pour voir un peu. Il y a une institution ici au Cameroun qu'on appelle la FECAFOOT. Voyez-vous, vous voyez comment ils font un peu du pouvoir qu'ils ont. C'est-à-dire ils s'en tiennent. La FIFA, ils vous disent que voici les compétences, voici ce qui relève de la FECAFOOT. L'État ne doit pas effectivement s'y mixer. Ils remettent effectivement en question. On a vu aussi le cas, que ce soit avec Madame le maire de Douala, deuxième, il me semble, Denise Fampo, du temps de Tonin, qui à un moment donné, par rapport au marché central, disait voici les compétences qui m'ont été transférées, on va effectivement les mettre en place. Donc on attend qu'on ait des hommes capables, qu'on ait des hommes forts, qu'on ait des nouveaux visionnaires, c'est-à-dire une nouvelle vision qui soit à même de transcender un peu les 38 ans de malgouvernance, de mauvais management qu'on a eu jusqu'ici. Parce que pourquoi on a l'impression que l'État va toujours demeurer, c'est parce qu'effectivement, quand vous voyez un peu ceux qui sont candidats au RDPC, c'est quasiment ces mêmes vieillots. Si vous voyez, on vous présente déjà Timi Vouna, par exemple, comme le futur président de région. Ici à Douala, on imagine un autre retraité. Reprenons le cas d'une CAM. Vous avez des candidats du RDPC qu'on a en face, des gens qui ont fait 25 ans de retraite. Voyez-vous, c'est au soir de leur vie qu'on vient remettre ces gens en selle. Effectivement, on n'a qu'à questionner, on se demande s'ils vont bien sortir, s'ils vont nous proposer quelque chose de nouveau, il me semble que non. Donc voilà un peu où la problématique de fond, moi, se situe, parce que la loi a quand même transféré un certain nombre de compétences. Il faut donc à charge des acteurs qui vont les animer à être à même de pouvoir porter le débat de fond et dire on va avancer. Ok, il est pas pour vous. Yaoundé va garder la main. D'abord, les régions vont créer plus de problèmes qu'elles ne vont résoudre. Oui. La manière où nous sortis du grand dialogue, on a soulevé cette problématique, m'a laissé sur ma faim. Les gens l'ont ressenti au grand dialogue. Et le débat qui s'est situé, c'est pourquoi ne pas copier ce qui fait une bonne avancée, comme les dispositions de la zone anglophone, pour l'adopter de ce côté. Deux raisons. D'abord, sur la forme. Je prends un cas d'école pour que les gens comprennent très bien la problématique qui va se poser. Dans cette zone-là, il y a une chambre des chefs, il y a une chambre des élus. Ce qui distingue clairement le pouvoir de la chefferie, qui est consulté dans les effets de la décision des pouvoirs républicains. Une minute. L'article 333 dit que la House of Chiefs, est présidée par le vice-président du conseil exécutif régional, assisté d'un secrétaire. Moi, ce qui m'intéresse, on dit bien la House of Chiefs. Oui. Est-ce que, supposons que ce vice-président ne soit pas un chef? Non. Il est présidé par l'un de ses pairs. Comment ça? C'est-à-dire que la chambre des chefs, la House of Chiefs a un vice-président dont il choisit à l'intérieur des chefferies et qui est vice-président. Mais la loi ne le dit pas clairement. Non, c'est comme ça l'esprit. C'est peut-être et c'est pour ça que je voulais soulever les dispositions. Voilà. En disant par exemple, je prends le cas du Vouri. Tous les chefs candidats sont les chefs de premier degré. Premier degré. Vous allez dans une cérémonie traditionnelle, dans le Vouri, en principe, lorsque le chef rentre, il n'y a plus personne. Quand ils vont être au conseil, et qu'ils vont être dans un mélange avec ceux qui sont des conseillers élus, et que ce conseil est présidé par un de leurs sujets, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent debout lorsque le président rentre? Ils votent? Non, ils vont passer le vote. Ils vont passer ils sont des conseillers régionaux, au même titre que vous. C'est pas le chef là-bas. Donc il fallait distinguer la chefferie de l'autre côté. C'est ce qu'on dit que ça va créer plus de problèmes que ça va résoudre. C'est ça la difficulté. Et donc par conséquent, je dis, on aurait dû jeter au grand dialogue. Je rappelle que c'était dans cette commission que j'ai bien travaillé. J'ai dit qu'on emprunte ce qui se passe dans la zone anglophone. Au lieu, comme on évitait en fait le mot fédéralisme. Parce que ce qu'on évitait le plus, c'était le mot fédéralisme. Bon, comme on évitait ça, on s'est retrouvé dans une situation encore maintenant doublement compliquée. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est... Pour comprendre clairement, pour vous, vous auriez souhaité qu'on
copie ce qui va se passer en zone. Exact, la Selon permettra à la l'article- chefferie, ça permettrait dans Oui, oui. l'autorité traditionnelle d'être garder, consulté, bien entendu, Et de L'article- garder ses prérogatives Voilà. traditionnelles. naturellement. L'article 332, l'Assemblée régionale, nous sommes dans le statut particulier Exact. composé Ouais. de 90 conseillers régionaux, un Ouais. mandat de 5 ans. Elle comprend 2 chambres. Voilà. La House of Divisional Representative à part Ah ouais. et la House of Chiefs à Exact. part. Ah ouais. Pas de mélange comme Il n'y a pas de mélange dans comme chez les nous. 8 régions Voilà. francophones. Alors, donc, chez nous, une fois qu'on a mélangé, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, je prends le cas du Vouri. Les 5 chefs en liste sont des chefs du premier degré. Et tous les quartiers de Douala font référence à cette chefferie. Moi, je suis un gars de Grand Moulin, je rapporte à Bonateki, qui rapporte au chef d'Aïdo. Ouais. Quand le chef d'Edo fait des descentes au Grand Moulin, qui est mon quartier, nous sommes tenus d'aller le respecter, traditionnellement. Alors, à supposer que ce soit un sujet qui soit complètement maintenant le président de la région. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on vient, il participe au vote? Il indique le sens où il vote? À gauche ou à droite? Non. Ça va créer plus de problèmes que ça va Et le résoudre. problème Ça va qu'il créer pose, plus de problèmes. le Ça va problème résoudre. qu'il pose, il est tellement important qu'on a commencé à voir ça déjà avec les sénateurs, par exemple. Oui. Vous savez, le chef Banjoun est sénateur. Et vous savez que dans l'ordre traditionnel, Banjoun, le chef, il est l'autorité suprême un peu. C'est-à-dire qu'en dehors de l'autorité républicaine, le chef est un peu l'autorité suprême. Et donc, il y a même certaines dispositions qui devraient se prendre lorsque le chef est dans une salle. Naturellement. Personne ne devrait se mettre devant le chef, par exemple. Mais vous avez vu des photos se balader sur les réseaux sociaux où le chef était, n'est-ce pas, relégué au 3e rang parce qu'il était là en tant que sénateur. Et devant lui, il y avait des personnes, des dames, et même y compris des dames qui étaient devant lui. Ça a choqué du monde. Et le problème, justement, qu'il pose va s'accentuer avec, n'est-ce pas, les conseillers régionaux. Pourquoi? Parce que l'autorité traditionnelle va perdre de sa substance, va perdre un peu, n'est-ce pas, de son poids, n'est-ce pas, au bénéfice de l'autorité, n'est-ce pas, républicaine. Parce que, imaginez-vous, vous êtes chef de premier degré. Normalement, lorsque vous êtes quelque part, vous êtes supposé avoir une certaine... Mais lorsque vous avez un sujet qui est président du conseil, n'est-ce pas, ça se passe comment? Le chef prend quelle disposition en ce moment? Et donc, je pense que cette affaire-là, il fallait très bien réfléchir. Il fallait vraiment réfléchir pour éviter, n'est-ce pas, cet enchevêtrement. On va aller au journal 30 secondes sur cette affaire. Oui, moi je ne vois même pas sur le plan fonctionnel en quoi ça dérange. Si sur le plan structurel, on peut faire étalage de toute cette intelligence que je suis sur le plateau, sur le plan strictement fonctionnel, rien ne dérange. Et je vous dis encore que ce soir, je parle comme manager. Parce que sur le plan fonctionnel, c'est le RDPC qui gère l'administration, qui gère le gouvernement. Et jusqu'à preuve de concret, c'est le RDPC qui aura la plupart des régions. Alors, je voudrais vous rassurer que la politique du RDPC, qui est définie par le président de la République, sera la même politique qui va se poursuivre au sein de ces régions qui seront principalement gagnées par le RDPC. Donc, tous ces débats-là auront lieu quand d'autres partis pourront venir évincer le RDPC sur le terrain Un peu politique. réducteur. Moi, je vous ai dit que ce soir, je suis pratique. Ce soir, je suis pratique. Je n'avais pas compris la Voilà. C'est présent des régions. C'est présent des régions. C'est-à-dire sont de le notre président culture. du- C'est ça qu'il est question. Monsieur Il n'a ainsi pas appris le cas du Vouri. Monsieur Ndion. Il est question de notre c'est protection de pré- notre identité. Monsieur Tu Ndion. sais qu'il est Vous question. savez, monsieur vous savez comment les chefs supérieurs du Vouri Quand vous parlez là, Vous savez comment les chefs supérieurs vous savez comment les chefs supérieurs du Vouri fonctionnent? Je vous Il y a des éclaireurs qui annoncent leur arrivée. Au point de vue traditionnel. Et quand ils rentrent dans une salle, ça se passe il y a un comme protocole qui organise leur subitement, vous donnez une très grande importance donc au chef Ça, c'est national. vrai. Mais Tout c'est à les l'heure, chefs quand il s'agit d'aller construire une simple porte à Fumban. Non, laissez-moi J'y parler. reviens. Laissez-moi parler. Ah, il n'a pas voulu Quand que il je a chute. s'agi- Quand il a s'agi d'aller construire une simple Merci, porte merci, à on Fumban, revient. vous avez parlé de l'ordre. Bien, merci. Merci, Merci, tout à merci, l'heure. on revient. C'est reviendra là du dessus. journal, on Donc, revient je dans vais ce faire un premier. basé. Voilà, Je vais faire un madame, basé. monsieur, dans un C'est instant, très ce important. sera le 20h de Nadine Yambou. Avant cela, une page de pub. Et nous, on se retrouve après le 20h de Nadine Yambou pour, et qu'il en soit deuxième partie, ce sera le temps du débrief.